Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la cinquième rencontre des Mines Paris Alumni. Maintenant, c'est un rendez-vous qui devient régulier. Une fois par mois, on se retrouve autour d'un thème euh, porté par un ancien des mines qui a trait à son activité professionnelle et qui est mis en regard avec un thème de société qui nous est cher à l'heure actuelle. Aujourd'hui, donc, c'est Carole Zizagara qui va prendre la parole. Carole, qui est diplômée des mines ingénieur civil en 1999 et qui, aujourd'hui, va vous parler de Télégraphique, start-up fondée en 2013 et qui porte sur le terme du bien vieillir. Donc, Télégraphique est à la croisée de plusieurs mondes, notamment celui de la silver economy, mais aussi celui de l'entrepreneuriat et des hautes technologies. Et c'est ce à quoi Carole va s'attacher de répondre aujourd'hui par une présentation qui va durer 40 minutes et qui sera suivie de 20 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure à la fin. Et donc, je vais laisser la parole à Carole, bien sûr. Et avant ça, je voulais insister sur le fait que c'est une initiative portée par les Mines Paris Alumni, association qui vit aussi des cotisations et aussi de vos interventions, si vous connaissez dans votre réseau des personnes qui pourraient être intéressées pour animer cette rencontre dans les mois à venir. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et votre participation et à très vite. À toi, Carole. Merci beaucoup, Émilie. Merci Théophile également pour l'organisation. Ravie d'être là aujourd'hui. Effectivement, de mon côté, j'ai choisi d'entreprendre il y a 11 ans dans le bien vieillir. En fait, mon parcours, ça a été d'abord un parcours d'ingénieur classique dans l'automobile, 10 années, donc 10 ans salarié chez Renault. Et 2012, c'était l'année où on parlait beaucoup de l'Internet des objets et des technologies qui allaient révolutionner nos vies. Et moi, j'avais voilà, beaucoup d'aspirations, de liberté, d'autonomie, un désir d'entreprendre. Et j'ai regardé quelles étaient les différentes façons possibles de faire ça. Je me suis posé la question de reprendre une entreprise. J'ai étudié des cibles d'entreprises potentiellement à reprendre. Je suis venue prendre des cours aux mines de reprise d'entreprise et de création d'entreprises innovantes. Et puis voilà, quand je me suis sentie prête, je me suis lancée. Et donc Télégraphique, c'est depuis fin 2013. On est 20 personnes aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler du marché dans lequel on évolue, de nos technologies, mais aussi de la gouvernance de l'entreprise et de l'approche, enfin le volant entrepreneurial et comment je mène ça. Le fait d'être à la tête de Télégraphique et dans cet écosystème, ça m'a permis aussi de m'impliquer dans le numérique et l'entrepreneuriat plus globalement. Donc, il n'y a pas que Télégraphique. J'ai pu participer 2 ans au Conseil national du numérique, qui est un organe de 30 membres qui dépend du du secrétariat d'État au numérique et qui est en charge de conseiller le gouvernement. Donc ça a duré 2 ans, c'était sous la présidence de Mounir Majoubi. Et puis plus récemment, j'ai passé 5 ans en tant que vice-présidente à la French Tech Toulouse, en charge des sujets impact, puisque pour ma part, j'ai choisi d'entreprendre dans l'innovation, donc forte innovation, logiciel, IA, analyse de données, IoT, et puis dans des sujets qui ont un impact sociétal fort et qui permettent d'adresser des enjeux de société. Et l'ambition depuis le début, elle a toujours été la même et finalement, elle n'a pas varié. La vision, c'était vraiment d'utiliser des technologies de pointe et innovantes et qui répondent à la problématique du vieillissement. Euh, on sait que la population qui vieillit augmente beaucoup et moi, ma conviction, c'est que en complément des aides humaines et des dispositifs qu'on peut mettre en place, la technologie a sa place et peut apporter des réponses. Euh, alors, juste, on va aller rapidement sur le contexte parce que c'est peut-être moins ce qui vous intéresse. Et puis, je pense que tout le monde est un peu au fait de ces changements d'équilibre dans la population. On en parle beaucoup parce qu'il y a les sujets de la réforme des retraites actuellement, mais on fait face en Europe occidentale de façon assez générale à une massification du vieillissement. Alors, il y en a qui parlent de mur du vieillissement. La population des plus de 60 ans augmente fortement par rapport au reste de la population, donc plus 33% d'ici 2050.
Et plus grave que ça, en termes de changement d'équilibre, la part des plus de 80 ans double en quelques années. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et à la fois, ces personnes qui vieillissent, elles sont dans des contextes familiaux qui évoluent aussi. Les familles sont peut-être plus éloignées qu'avant. Les enfants ont leur métier, sont loin, et puis les personnes souhaitent majoritairement vieillir à domicile, plus de 90%. Parallèlement, il y a un contexte réglementaire, alors favorable plus ou moins, hein, ça va jamais assez vite et on a des grandes difficultés à définir comment on va prendre en charge la perte d'autonomie en général dans nos sociétés. Et les caisses sont un peu vides, donc il y a des mesures qui sortent, mais qui ne sont pas non plus révolutionnaires ou massives. Et nous, en tant qu'entreprise, on raisonne en termes de marché adressable. Nos produits, nos solutions, ça concerne combien de personnes, comment ça va évoluer, et est-ce qu'on arrive au bon moment par rapport au marché. Et nous, clairement, on s'adresse aux populations les plus âgées parmi ces gens qui vieillissent, donc plutôt les plus de 80 ans, qui vont avoir besoin d'être sécurisés à domicile, avoir besoin de dispositifs qui permettent de prévenir leur perte d'autonomie et d'être en lien avec leurs aidants familiaux et professionnels. Et donc, en Europe, le marché adressable de télégraphique, c'est un marché qui peut tripler, hein, entre maintenant et 2050, si on considère des taux d'équipement moyens d'à peu près 25% des populations et des chiffres d'affaires de l'ordre de 5 euros par mois, puisque je vais vous en parler après. On est sur des modèles, nous, de licence logicielle. Je vais vous expliquer exactement ce qu'on propose et comment ça fonctionne. Donc, je vous disais, les caisses sont vides, il y a assez peu de dispositifs, il se passe quand même des choses malgré tout d'un point de vue réglementaire. Et quand on entreprend dans un secteur d'activité, on est en veille réglementaire permanente à l'affût des dispositifs qui vont permettre de financer typiquement l'achat de nos technologies par les donneurs d'ordre, par les acteurs du marché. Moi, j'ai choisi d'entreprendre selon un modèle B2B pur, donc je ne m'adresse qu'aux professionnels, je ne m'adresse pas au client final, à la famille, à la personne âgée. Je vends des solutions et des briques technologiques aux acteurs du médico-social ou aux industriels intégrateurs qui opèrent dans ces secteurs et qui proposent aux EHPAD, aux résidences seniors, aux services qui font du maintien à domicile des solutions. Ce secteur-là, il peut acheter si il y a potentiellement des aides des agences régionales de santé, si les marges et leur situation économique le permettent. Et donc, on est tout le temps en train de regarder l'évolution du secteur. Et c'est un secteur qui a été un peu chahuté, alors comme beaucoup, hein, mais par exemple par le Covid, par des sujets liés à l'image des EHPAD et à la prise en charge en EHPAD, etc. Et ça fait des années et des années qu'on nous promet une loi grand âge et autonomie pour justement définir les financements de la perte d'autonomie qui n'est encore pas arrivée. Voilà, donc ici, vous avez sur cette slide quand même quelques dispositifs qui ont vu le jour. La création de la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie, le plan anti-chute du gouvernement, des lieux d'expérimentation santé numérique, pour lequel, par exemple, nous, on a été retenus sur le secteur de Castres-Mazamet pour expérimenter des nouveaux modes de prise en charge du maintien à domicile en lien avec le Gérontopole de Toulouse. Et nous, ce qui nous intéresse actuellement en tant qu'entreprise, c'est les nouveaux modes de maintien à domicile renforcé qui se mettent en place. En fait, ce qui est en train de se passer en France, c'est l'arrivée de centres pour permettre le maintien à domicile de personnes qui devraient partir en EHPAD. Donc, ils sont identifiés sur leur territoire comme pouvant rester à domicile si et seulement si, autour d'elles, on met en place des infirmières coordinatrices, des assistants en soins gérontologiques, on fait le lien avec tous les acteurs du domicile, service à la personne, service de soins infirmiers, et qu'en plus, on leur met
des aides techniques, des dispositifs connectés innovants pour lesquels nous sommes partenaires technologiques. Donc, c'est le tout début en France. Ce sont 500 centres qui se créent actuellement, qui chacun s'occupe de 30 personnes sur leur territoire en maintien à domicile. Donc, vous calculez, ça fait 15 000 personnes. Le besoin, en réalité, dans les toutes prochaines années, il concerne 700 000 personnes en France qui vont avoir la nécessité d'aide pour pouvoir rester à leur domicile. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir, que c'est un marché très émergent. C'est une donnée d'entrée importante en tant que chef d'entreprise, voilà, de regarder un peu, est-ce que le marché il va maturer assez vite? Est-ce que ça va rester émergent encore longtemps? Mais donc, on est dans ces domaines-là. Et puis, en fait, l'entreprise adresse vraiment les deux marchés. Je viens beaucoup de vous parler du maintien à domicile, mais on s'adresse aussi au marché des établissements d'hébergement pour seniors. La majorité des établissements, ce sont des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est 7000 EHPAD en France. Chaque EHPAD, c'est à peu près 80 résidents. Donc, ça fait 560 000 personnes à peu près qui sont dans des EHPAD. Et aujourd'hui, les orientations gouvernementales, c'est de ne plus créer de nouveaux EHPAD. Alors, il y a des rénovations totales qui se font de vieux établissements, mais ce n'est pas un parc qui augmente. Et tout va se passer plutôt à domicile. Donc, les 700 000 nouvelles personnes qui arrivent et qui, normalement, devraient rentrer en EHPAD, et donc, en fait, on devrait passer de 7 000 à 14 000 EHPAD en France assez rapidement si on voulait faire face à cet afflux, eh ben, c'est des gens qui vont rester à domicile. Et donc, populations pour lesquelles les technologies qu'on va pouvoir proposer vont être des aides précieuses parce que les aides à domicile, les aidants, c'est des secteurs en tension. On n'a pas assez d'aides à domicile pour les personnes concernées. Les aidants sont loin, ils ont leur métier et donc l'aide humaine voilà, ne suffit pas. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est vraiment cette conviction que nous, on porte au quotidien, que les technologies et l'innovation, c'est un levier fort pour réussir à faire ce virage domiciliaire qui est majeur et qui va concerner beaucoup d'entre nous, nos familles, nos proches et les équilibres de nos sociétés, équilibres économiques, équilibres sociétaux. Donc voilà pour le contexte. Euh, et l'environnement technologique dans ce contexte-là, il concerne plusieurs aspects. Alors, il existe depuis 20-30 ans déjà des systèmes de téléassistance à domicile pour les personnes âgées. Donc, vous pouvez mettre chez une personne âgée un interphone de téléassistance qui va être en relation avec un plateau d'écoute distant et avec des téléopérateurs qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre si la personne appuie sur son médaillon, donc le médaillon d'appel. Et puis, il y a pas mal de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, qui n'existaient pas il y a 15 ans, certaines qui n'existaient pas il y a 10 ans quand j'ai créé Télégraphique, et qui sortent petit à petit. Et donc, on fait un travail de veille permanente pour sourcer les nouvelles briques technologiques qui vont pouvoir être intéressantes d'intégrer dans les gammes de l'entreprise ou de développer nous-mêmes. Donc, on parle là de télésurveillance possible maintenant à distance, à domicile. Je rappelle l'environnement technologique sur l'IoT. Il y a 10 ans, ça a vraiment commencé à prendre de l'essor, cette IoT. L'électronique est devenue de plus en plus communicante. On a pu commencer à faire du suivi à distance, par exemple, dans d'autres métiers que l'autre, de consommation énergétique dans les bâtiments, de taux d'occupation dans les bâtiments, et nous, du suivi à distance de personnes dans leur logement. Les connectivités ont beaucoup évolué. Bon, là, la 2G va s'arrêter. Il y a d'autres technologies. On a des technologies IoT de communication qui permettent d'envoyer des flux d'informations de petite taille, en bidirectionnel. Donc, il se passe beaucoup de choses. Il y a des nouveaux capteurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des nouvelles technologies de surveillance. Il y a les logiciels qui s'améliorent, il y a les plateformes. Tout le monde a déjà fait des téléconsultations médicales, de la téléexpertise entre médecins, c'est aussi possible sur le même principe.
Et puis, côté IA et Big Data, on a maintenant des possibilités de faire du traitement temps réel, grand volume, qui nous permet de mettre au point des nouveaux types de techno. Et puis, il y a aussi les sujets de robotique, alors qui sont encore assez peu développés. C'est très, très, très émergent. La société Aldébaran est en difficulté. On en voit un petit peu au Japon, on en voit très peu en France. Les sociétés qu'on a vues se créer sont mortes de leur belle mort entre-temps depuis. Donc voilà, en tout cas, l'entrepreneuriat dans la robotique pour le bien vieillir aujourd'hui n'est pas encore évident. Donc c'est l'environnement technologique dans lequel on se situe, nous, avec toujours des sujets importants derrière, que sont l'adoption technologique, les freins à la technologie possible, le cadre réglementaire. Vous avez l'année dernière, en 2024, la CNIL en France qui a, par exemple, émis des recommandations pour dire on ne fait pas de télésurveillance en EHPAD. On ne met pas une caméra dans une chambre d'EHPAD suite à des scandales de personnes de familles qui avaient elles-mêmes mis des caméras pour des soupçons de maltraitance de leurs proches. Ça, il y a des recommandations comme celle-là, ça nous impacte, nous, en tant qu'entreprise du secteur, puisque nous équipons des chambres d'EHPAD avec des dispositifs et il faut expliquer après aux clients si c'est de la télévigilance, de la télésurveillance, est-ce qu'il y a de l'image, est-ce que c'est du 3D, est-ce que c'est du radar, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit, quelle est l'architecture derrière, qui peut accéder à ces données. Et donc, c'est majeur sur nos métiers. Et puis, il y a toujours le sujet de la prise en charge. Qui paye pourquoi? Est-ce que la Sécu paye? Est-ce que la famille paye? La personne elle-même? Le département, l'agence régionale en santé, il y a le millefeuille administratif français, qui est une vraie réalité dans nos métiers. Les départements ont dans leurs attributions le vieillissement, mais les agences régionales de santé, donc au niveau des régions, gèrent les budgets pour un certain nombre de nos secteurs. Et personne n'a la même stratégie et ne va au même rythme. Donc, on a face à nous des régions qui parfois décident de choses 24 mois après tout le monde, ou des départements qui disent que chez eux, ça ne se passera pas comme le gouvernement a dit. Donc, on a 100 départements et X régions en face de nous qui ne voient pas toutes les choses de la même façon et on doit composer avec ça. Nous, dans ce contexte-là, ce qu'on a construit, c'est une plateforme qui se veut être la plateforme unique pour l'ensemble des solutions connectées innovantes essentielles au bien vieillir, quel que soit le lieu de vie des personnes, à domicile ou en établissement. Et là, chaque mot est important. Vraiment, l'optique de Télégraphique, c'est d'apporter de l'innovation. Donc, s'il y avait des dispositifs qui existaient déjà par le passé, qui fonctionnent très bien, avec des entreprises qui les ont conçus, les proposent, on ne va pas sur ces domaines-là. On n'attaque pas des secteurs d'activité qui existent déjà. On est vraiment une entreprise sur l'innovation. Donc, qu'est-ce qui existait déjà? Je vous ai parlé de la téléassistance à domicile, avec ses capteurs et ses médaillons d'appel, alors qui évoluent un peu. Maintenant, il y a des nouveaux types de médaillons avec des accéléromètres et gyroscopes pour détecter les chutes. Là, ce qui existe déjà en EHPAD, par exemple, c'est l'appel malade. On ne va pas aller refaire un appel malade avec des poires d'appel au lit. Par contre, ce qui n'existait pas encore, c'est des dispositifs plus élaborés avec un traitement temps réel de toutes ces données, de tous les nouveaux types de capteurs qu'on peut proposer qui permettent d'aller plus loin. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi on se positionne. Donc, nous, on est 20 personnes. On est basé en région toulousaine et en région parisienne. Nous travaillons sur à la fois une double expertise, l'IoT, le software, l'IA, l'analyse de données sur le cloud. Donc ça, c'est une expertise techno et l'expertise de nos marchés. Et notre marché, c'est le vieillissement. Donc nos usagers, ce sont des infirmières, ce sont des médecins coordonnateurs, ce sont des directeurs et directrices d'EHPAD, des directions de systèmes d'information de groupes médico-sociaux, et des gériatres, beaucoup aussi. Donc, on collabore énormément en open innovation avec ce type de structure pour répondre toujours aux besoins qui nous sont exprimés. Et ça a été un mode de développement des technologies dans l'histoire de l'entreprise.
qui a toujours été, voilà, selon les méthodologies qu'on appelle lean et agile. Hein, le lean, c'est on ne fait pas un cycle en V et on n'a pas fait pendant 5 ans un développement d'un gros projet informatique pour arriver avec quelque chose au bout et qu'on livre aux usagers. Ça a été toujours très itératif. Le premier prototype, le minimum viable product, la bêta, les premières versions et puis des montées en versions successives. Euh, et aujourd'hui, nous sommes présents sur 410 sites. Donc un site, c'est quoi? C'est soit un EHPAD, soit une résidence senior, soit un territoire de maintien à domicile, derrière lequel il va y avoir des résidents, des bénéficiaires âgés. Donc depuis les débuts, ce sont à peu près 10 000 personnes âgées que nous avons couverts avec des technologies télégraphiques. Les missions de la plateforme technologique, elles sont donc de sécuriser les personnes dans leur lieu de vie. On parle de détecter instantanément la chute dans la chambre d'EHPAD, l'activité anormale ou les suspicions de chute dans le logement de la personne qui est chez elle avec des systèmes qui n'interfèrent pas avec sa vie du quotidien, de détecter des malaises, et également, si possible, d'arriver à un maximum en anticipation de ces problèmes. Donc, diviser peut-être par deux les risques de chute, prévenir la perte d'autonomie, agir tôt, agir en anticipation des dégradations d'état de santé. Et puis, on est en B2B, on s'adresse à des professionnels. Donc, on cherche à proposer des écrans qui informent les professionnels du soin et de l'accompagnement et qui les aident à se coordonner. Alors concrètement, on parle de quoi vu des professionnels et des usagers? On parle de solutions connectées avec des capteurs qui sont installés dans les habitations, dans un logement, des capteurs de domotique, des capteurs qui viennent autour de la téléassistance avec des capteurs de mouvement, de porte, de gaz, de monoxyde de carbone, capteurs de lit, des chemins lumineux, des caméras de levée de doute. En EHPAD, on parle de capteurs qui vont nous permettre de détecter la chute. Donc ça, c'est pour tout ce qui est situation à risque. On a aussi un volant médical, donc tout ce qui est tensiomètre, oxymètre, poids connecté, et puis un volet bâtiment. Et en fait, tous ces capteurs, grâce à l'IoT, grâce aux connectivités qu'on peut avoir, ils nous envoient des données en temps réel en permanence. Donc on reçoit toutes ces données et après traitement informatique, on est capable, à partir des données, d'envoyer différents types d'alertes aux professionnels de soins et d'accompagnement. Des alertes urgentes. Là, tout de suite, il y a une chute dans la chambre 22 au 2e étage de l'EHPAD. Des alertes prévention. Cette dame, depuis 3 nuits, se lève 6 fois par nuit, plus de 15 minutes, alors qu'habituellement, elle se lève une fois, 5-6 minutes. Il y a quelque chose dans sa santé qui vient de se dégrader, ça a l'air assez aigu. Ou des notifications personnalisées. Dans un EHPAD, vous pouvez avoir une unité protégée avec 12 personnes avec troubles cognitifs très avancés. Et vous avez peut-être besoin, en tant que professionnel soignant, de savoir à 2 heures du matin qu'il y a une personne qui sort de sa chambre et qui va aller réveiller toutes les autres pour pouvoir la raccompagner au lit et garder un peu de sérénité dans cette zone-là. Donc ça, voilà, une notification personnalisée, ça peut être quelqu'un qui est sorti de sa chambre dans la zone où on veut monitorer ça. Donc on a les alertes et puis il y a un aspect data visualisation, l'extranet qui va permettre de piloter l'ensemble de son parc de solutions connectées en tant que professionnel et de prendre derrière les bonnes décisions pour aller changer sa tournée. Et donc ça, c'est la partie vraiment monitoring. Et je vais aller vous faire une démonstration, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On ira se connecter sur un mode démo. L'architecture de la technologie, quelle est-elle? Eh bien, en fait, notre plateforme, donc elle est sur le cloud. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'intelligence en local, en client lourd, sur site, ou ça peut être dans les capteurs. Mais si on veut pouvoir proposer les types de services qu'on souhaite, qui sont des services agrégés, où on peut voir l'ensemble de ce qui se passe à des professionnels de soins et d'accompagnement, c'est important d'être sur le cloud. Et on est sur des données extrêmement sensibles. On est sur des données qui concernent des personnes fragiles,
et on suit leur activité. On sait ce qui se passe. Donc, étant donné la sensibilité et le fait que ce sont des données de santé, on rentre dans un cadre réglementaire qui fait qu'on doit être en hébergement données de santé et avec un certain nombre voilà, de spécifications qu'il faut respecter. Donc la plateforme, je l'ai dit, cloud et en données de santé, et avec des systèmes d'API, donc des modules d'interfaçage informatique tout autour, qui lui permettent de faire l'acquisition de toutes les données, de tout type de capteurs. Donc on a vraiment travaillé ce côté agnostique, capable de traiter des données de capteurs de domotique, de téléassistance, de dispositifs médicaux, quelles que soient les plateformes IoT des constructeurs, puisque les constructeurs, de plus en plus, proposent leur plateforme IoT avec leurs API pour récupérer les données. Des API d'interfaçage avec des plateformes comme les dossiers patients. Le dossier patient, c'est le dossier médical de la personne. En domicile, en EHPAD, l'infirmière se connecte dessus. Donc, c'est important d'échanger la donnée, de recevoir automatiquement les identités des patients, savoir qui a changé. C'est peut-être plus la même dame dans la chambre 22 du deuxième étage de l'EHPAD qu'il y a 2 semaines. Et puis d'alimenter les dossiers patients avec, par exemple, les informations de chute. Donc, c'est des échanges de données qui ont lieu en permanence. Et puis, il y a les API qui permettent de fournir les services aux usagers pour les alertes et pour le monitoring. Et donc, l'équipe technique, elle gère cette plateforme avec une attention forte portée sur la sécurité et les architectures pour permettre ces traitements grande volumétrie temps réel. Donc là, qui sont portés par mon associé Benoît Vallée. On est tout le temps en train de faire évoluer la technologie, donc le lead développeur est en charge d'assurer les montées en version des outils, sortir des nouvelles fonctionnalités pour les clients. On fait aussi beaucoup de R&D, donc c'est faire progresser l'état de l'art et avancer par exemple sur l'algorithmie. Et puis tout ça, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a un maintien en conditions opérationnelles qui est important et on a des gens chez nous qui traitent tous les jours des dizaines et des dizaines de tickets dans un outil de ticketing pour vérifier les paramétrages, les connectivités, les alertes techniques, les mises en service. Donc, on a un métier aussi très, très opérationnel. Alors, le mieux, c'est peut-être de montrer de quoi il s'agit. Donc, je vais prendre le cas d'usage. Alors, hop, ici, voilà, d'une solution connectée en domicile. Donc, pour une personne qui est en maintien à domicile renforcé. Donc, le cas typique, c'est une personne de plus de 80 ans qui est en perte d'autonomie et qui a besoin d'aide humaine et d'aide technique pour pouvoir rester chez elle et qui n'a pas le souhait de partir en EHPAD. Typiquement, ce qui est dans le domicile de la personne, donc c'est une téléassistance qu'elle peut avoir déjà depuis quelques années ou qu'on a besoin de lui apporter si elle ne l'avait pas déjà. Donc l'interphone dont je vous parlais tout à l'heure, un bracelet qui permet en appuyant d'appeler à l'aide, ou bien un bracelet détecteur de chute, où on a aujourd'hui des technologies qui détectent à peu près 50% des cas de chute. Hein. C'est surtout les chutes lourdes qui sont détectées, pas forcément les chutes molles. Les technologies, sinon, enverraient trop de faux positifs. Et puis, notre métier, ça consiste à venir installer, donc on a des partenaires installateurs partout en France, des capteurs dans son habitation, dans les zones stratégiques de son habitation, capteurs de mouvement, capteurs de porte. Donc les zones stratégiques, c'est l'entrée, la zone de vie, la zone de repas, la zone de sommeil. Et puis, les options permettent vraiment d'aller adapter la solution aux caractéristiques de cette personne-là. Donc, si cette personne-là, elle a une aide au lever, une aide au coucher, un lit médicalisé, ça peut être très intéressant de faire installer également un capteur de lit chez elle, puisqu'on sait que si la nuit, elle se lève et qu'elle ne revient pas, il y a sûrement quelque chose qui se passe pas très bien. Et donc, en tant qu'infirmière, je suis sur mon territoire de maintien à domicile. J'ai un certain nombre de personnes équipées. Je vais pouvoir aller piloter
mes solutions connectées. Donc, je vais pouvoir aller retrouver l'ensemble de mes bénéficiaires équipés. Donc, les bénéficiaires, ça varie beaucoup. Il faut savoir qu'en maintien à domicile renforcé, chez nous, une personne âgée reste en moyenne 15 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 15 mois, alors, dans quelques cas, ça arrive, elle sort du dispositif parce qu'elle va mieux. Elle a regagné en autonomie. Donc là, c'est la sortie, on va dire, positive. Et puis dans d'autres cas, elle ne peut plus rester à domicile. Et donc là, elle va partir en EHPAD ou décéder. Et là, on remplace cette personne par une autre personne qui fait l'objet d'une inclusion dans le dispositif et qui derrière est équipée. Et donc, on peut aller sur une fiche bénéficiaire. Et donc, chaque personne déjà donne accès ou pas à ses aidants familiaux aux applications. Hein, il y a vraiment un consentement qui est donné. Est-ce que ma fille a le droit de voir mes informations sur son smartphone, oui ou non? Et puis, chaque personne, en fonction de sa situation propre, a un certain nombre d'équipements qui sont installés dans son habitation. Donc, on est vraiment dans une capacité à adapter à chacun le dispositif qu'on lui installe. Et ces capteurs permettent d'avoir une vision distante de l'activité de la personne et puis de détecter des alertes anomalies d'activité, des alertes chutes, des alertes sorties de lit qui sont ensuite transmises au plateau d'écoute ou aux proches qui vont derrière intervenir. En EHPAD, c'est un petit peu différent. Là, je me connecte sur un écran d'EHPAD. L'interface permet de voir en un écran tout son établissement. Donc, en fait, un carré, c'est une chambre, c'est une personne derrière, et vous avez l'information de qui est dans son lit, qui n'y est pas, qui a chuté. Vous pouvez paramétrer vos alertes et décider d'activer la détection de chute sur certains créneaux horaires, la sortie de chambre ou encore la sortie de lit. Donc ça, c'est des écrans qui peuvent être dans le local des infirmières et le système étant en lien aussi avec les systèmes d'appel malade, hein, donc les téléphones professionnels que les personnes ont dans la poche, vibrent ou bip, ou ont le message qui s'affiche quand il y a une chute sur laquelle il faut intervenir. Et puis après, il y a différents modules statistiques qui permettent d'aller analyser et de travailler typiquement son plan de prévention des chutes dans son établissement. Donc voilà, je vous ai montré un cas domicile, un cas EHPAD. Alors nous, en tant qu'entreprise, on a choisi d'avoir deux modèles. On a cette technologie, cette plateforme qui intéresse des intégrateurs pour eux-mêmes leur permettre de mettre au point leurs solutions connectées. Donc, par exemple, une entreprise qui développe un capteur peut prendre notre plateforme sous forme de licence logicielle et ça leur fait leur solution connectée basée sur leur capteur que eux-mêmes distribuent. Donc là, on est dans des modèles qu'on appelle plateforme as a service, où on fournit les types de briques que vous avez sous les yeux. On a quand même choisi un chemin entrepreneurial pas trop facile qui était d'innover et de mettre au point des solutions qui n'existaient pas auparavant dans des marchés très émergents et avec des solutions technologiques très émergentes. Donc, il a fallu que nous-mêmes nous occupions de mettre sur le marché des solutions connectées faisant appel à notre plateforme. Donc, on a fait le choix de porter nous-mêmes les solutions connectées que je viens de vous montrer auparavant aussi. Mais ces solutions, elles reposent toujours sur ce cœur technologique qui est la plateforme. Donc là, je vous avais fait la démonstration, donc je vous passe les écrans. Peut-être on va aller ici pour parler un peu de technique, puisque on est beaucoup entre ingénieurs aujourd'hui. Ça fait appel à quelle technologie finalement toutes ces solutions connectées et comment on fait de l'alerte et comment on fait du monitoring. Donc on a parlé de software sur le cloud. À l'intérieur de la plateforme, ce qu'on a développé, hein, et ça a fait l'objet de différents projets successifs de R&D en partenariat avec des labos de recherche comme le LAS-CNRS ou le labo de mathématiques appliquées à Toulouse. Ça a été des IA et des algorithmes propriétaires qui nous permettent
d'être fort dans la détection d'anomalies et dans la décision d'envoi d'alerte et qui nous permettent d'être forts pour la data visualisation. Donc les capteurs dont je vous parlais tout à l'heure, un certain nombre d'entre eux, ils nous envoient des informations très basiques. Un capteur de mouvement, ça vous envoie un 1 régulièrement quand quelqu'un passe devant le capteur, horodaté, avec l'identifiant unique du capteur. Donc on reçoit tous ces petits messages, tous ces petits 1, charge à nous d'en faire des modèles d'activité et des solutions qui détectent des suspicions de chute. Donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est d'une part l'acquisition des données capteurs. Donc, on reçoit toutes ces données et comme les capteurs ne parlent pas la même langue, eh bien, on fait du décodage de tous ces protocoles en entrée pour derrière avoir des traitements homogènes de ces données dans notre plateforme. Et ensuite, on a tout un travail de calcul de métriques dérivées. Donc, à partir de petit 1, chez Madame Michu, avec ses capteurs de mouvement, on est capable de dire le temps de présence dans le salon ce matin était de 1h15, début de présence à 9h15, fin de présence à 10h30. Et donc, on calcule un certain nombre de métriques dérivées, donc des temps de présence, des temps d'immobilisation, des temps de présence au lit la nuit, des temps de lever, des fréquences de lever, un certain nombre de métriques qui sont représentatives finalement de l'activité des personnes. Et ensuite, ces métriques, on en fait des modélisations. On a des modules de machine learning qui apprennent au fur et à mesure des historiques de données, au fur et à mesure des jours, quelle est l'activité habituelle de la personne. Madame Michu, habituellement, la nuit, elle dort à peu près 8 heures. Elle se lève habituellement une fois, maximum deux. Et quand elle se lève à peu près 15 minutes. Donc, la distribution de ces levées fait que voilà, c'est souvent 15 minutes. Et après, il y a des écarts types. Ça peut aller jusqu'à 25 minutes, etc. Et en fait, le travail technologique qu'on a dans la plateforme, c'est de comparer en permanence l'activité réelle que l'on voit avec les capteurs et l'activité habituelle de la personne, c'est-à-dire les modèles mathématiques qui décrivent son activité habituelle qu'on a apprise au fur et à mesure des jours. Et à un moment donné, d'être à même de décider d'envoyer une alerte parce que là, tout de suite, maintenant, il se passe quelque chose d'anormal. Donc voilà, ce sont ça les traitements qu'on a typiquement en termes de modules informatiques et algorithmiques dans la plateforme. Donc calcul de référentiel de normalité, décision d'envoi d'alerte, du feedback. On fait aussi de l'analyse sémantique sur des rapports qui nous sont envoyés pour faire de l'auto-apprentissage et améliorer les calculs. Et puis, on fait aussi des calculs sur différents horizons de temps. Parce que si on veut détecter que une activité évolue défavorablement chez quelqu'un, il va falloir comparer les 2 derniers jours, les 3 dernières semaines par rapport au mois précédent. Je voulais également vous parler de la gouvernance d'entreprise et de comment finalement, en tant qu'entrepreneur, quand on choisit de se lancer dans un projet de création de zéro d'une entreprise dans un domaine innovant comme celui-là, par quoi on en passe. Alors là, c'est mon cas personnel. Il y a des sociétés qui font pas de levée de fonds, par exemple. Nous, on a fait le choix de faire de la levée de fonds. On a fait beaucoup de R&D. Donc, c'est vraiment la façon dont nous, on a mené notre aventure et dont moi, j'ai mené l'aventure. Donc, je vous décris peut-être les différentes étapes. On est dans l'innovation. Innovation, ça veut dire R&D, ça veut dire des temps longs de conception et de mise au point des technologies. Oui, il a fallu en passer par des développements techniques, maquettes, prototypes, bêta, une première version de la plateforme industrielle. Et moi, j'ai fait le choix de faire une levée de fonds plutôt en sortie de R&D que très tôt dans la conception pour des raisons de valorisation d'entreprise, de dilution. Voilà, c'est toujours difficile de calibrer quel est le bon moment auquel on veut lever des fonds. Et puis, parfois, on veut lever des fonds, mais ça prend 18 mois. Donc, on fait aussi avec la réponse du marché et des fonds d'investissement. Nous concernant, ça a été une première levée de fonds au bout de 4 ans d'1 million d'euros.
auprès de fonds d'investissement impact, de business angel, dont business angel des grandes écoles, et de private equity. Et ensuite, souvent, quand on augmente ses fonds propres, ça permet derrière d'aller chercher des effets leviers et des financements additionnels. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sollicité BPI France, qui accompagne énormément l'innovation et l'écosystème. J'ai soumis notre dossier pour le concours d'innovation numérique, qui était un gros dispositif d'aide à l'innovation. Et voilà, venant de lever des fonds, avec la qualité technologique qu'on avait su déjà apporter et prouver, ça nous a permis de gagner ce concours et d'injecter finalement 1,3 million d'innovation en plus dans la plateforme et d'arriver avec une plateforme globale. Une plateforme globale, il nous manquait des expertises qu'on a trouvées sur le marché. Donc j'ai acheté à la barre du tribunal de commerce une société qui cessait son activité après 10 années dans la détection de chute en EHPAD, qu'on a intégré technologiquement dans la plateforme. Et puis, au moment de vraiment faire l'accélération marché, j'ai fait une deuxième augmentation de capital, donc à nouveau 1 million d'euros. Et là, c'était en novembre 2019. Alors parfois, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un peu de chance et de momentum. Vous vous souvenez, fin 2019, c'était quelques semaines avant le Covid. Donc, c'était pas plus mal d'arriver avec une trésorerie positive au niveau de l'entreprise pour passer cette phase, parce qu'on a quand même quelques collègues qui ont dû fermer dans les phases de Covid et qui n'ont pas tenu d'un point de vue cash. Et derrière nous, vraiment, les ventes ont décollé à partir de 2021. Donc, vous voyez que c'est du temps long et que c'est plutôt un marathon qu'un sprint, tout ça. Et on a eu nos 100 premiers sites équipés en 2021. Donc aujourd'hui, ben, on a fait x3, x4, on est à 400 sites. On est en phase vraiment d'accélération commerciale avec un objectif aujourd'hui de doubler la taille de la boîte maintenant en 3 ans. Et pour faire ça, j'ai fait une troisième opération capitalistique. Donc j'ai décidé de faire un adossement industriel. En fait, ça m'a permis de faire sortir mes fonds d'investissement qui étaient là depuis 2017 et qui arrivaient en fin d'horizon d'investissement avec nous, hein, puisque les fonds, ils ont une durée de vie d'à peu près 10 ans. Donc, ils accompagnent les entreprises entre 5 à 8 ans. Mais à un moment donné, il faut proposer une sortie. Et depuis octobre de l'année dernière, nous sommes adossés à un groupe industriel familial qui est donc maintenant majoritaire au capital chez nous. Mais avec toujours une aventure entrepreneuriale qui reste là. Donc, c'est une aventure entrepreneuriale dans l'aventure entrepreneuriale préexistante et on est toujours au capital de l'entreprise fortement et à la tête de l'entreprise. Donc, voilà un petit peu, on va dire, l'historique. Pour en arriver là, il y a eu des pivots, il y a eu des réflexions, il y a eu beaucoup de choix à faire, un peu stratégiques à différents moments de l'entreprise, notamment dans les premières années. Faut-il faire du capteur? Faut-il se lancer dans le hardware ou bien choisir de faire une entreprise vraiment uniquement sur la partie software? Est-il intéressant de commercialiser les produits en B2C auprès des familles? Quels moyens est-ce que ça nécessite? Ou est-ce qu'on reste B2B? Vous l'avez vu, je pense, on est dans un domaine d'activité, d'analyse de données où la place de l'IA est majeure. Donc, comment on reste toujours au bon niveau sur la partie IA? Les dernières technos de machine learning, l'IA évolue beaucoup. Maintenant, on pourrait faire des choses que peut-être on a faites nous-mêmes avec nos petites mains il y a 7-8 ans et qu'on pourrait aujourd'hui acheter sur étagère, faire beaucoup plus vite à moindre coût. Et comment ne pas se faire dépasser sur ces sujets-là? Il y a le dimensionnement des levées de fonds. À quel moment aussi on choisit de perdre le contrôle sur sa boîte? Voilà, c'est des réflexions qu'il a fallu que j'ai et qui sont quand même structurantes en tant qu'entrepreneur. Ce qui est important pour nous aussi, c'est ce positionnement vis-à-vis des enjeux sociétaux, les sujets d'impact, garder un peu notre vision, toujours garder voilà, la vision de la société, rester conforme à ce qu'on se dit.
Bon, après, évidemment, tous les sujets cyber et de compliance. Et puis, toujours être en veille sur ce qui se passe sur le marché pour finalement être la plateforme innovante et qui reste en avance et qui ne se fait pas dépasser du jour au lendemain par un concurrent. Et ça, c'est ma dernière slide. Je voulais vous partager mes sujets du moment. Finalement, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour nous et qu'est-ce qui fait que dans 3 ans, on aura réussi à doubler la taille de la société? Évidemment, le commerce, le business. Donc nous, aujourd'hui, on est principalement en France, un peu en Belgique, un peu en Suisse. On a fait un tout petit peu d'Espagne, un tout petit peu de UK. Il y a toujours le sujet en tant qu'entreprise innovante de l'accélération à l'international, mais ça nécessite des moyens et on a beaucoup d'autres choses à faire par ailleurs. Donc comment on y va, avec quel partenaire, ça fait partie des préoccupations que j'ai aujourd'hui. Euh, on est maintenant adossé à un groupe industriel familial, donc j'ai le sujet des synergies groupes. Comment je peux m'appuyer sur mes nouveaux associés qui ont 2000 EHPAD de clients en France avec leur société pour avancer plus vite et finalement ne pas faire qu'une croissance un peu organique, mais réussir à scaler et être plus sur des croissances un peu plus exponentielles. Il y a toujours le sujet du plan de financement. À une époque, j'avais le sujet du financement de la R&D. Comment on finance du jour homme de développeurs et de data scientists pour mettre au point une plateforme. Ensuite, il a fallu financer les mises sur le marché. Maintenant, moi, mon sujet, c'est le financement de l'accélération. C'est comment on finance un BFR. Comment on met en place des business models qui ne nécessitent pas trop de BFR pour la croissance, parce que sinon, si on n'arrive pas à financer, on n'arrive pas à croître. Donc, il y a ces sujets-là. Et puis derrière, les opérations, délivrer la performance vis-à-vis des clients. Et ça, c'est des vrais sujets en forte croissance. L'équipe support chez nous a 65% d'activité ces derniers mois par rapport au semestre d'avant. Comment on fait face à plus 65% d'activité? Voilà, c'est des petits sujets qu'on a actuellement et qui m'occupent beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis un tout petit peu dépassée, mais on a quand même largement le temps pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Carole. Et effectivement, on a 10 minutes de questions-réponses. Sachant qu'au fur et à mesure de l'avancée, tu as répondu à certaines d'entre elles, notamment sur le statut de jeune entreprise innovante et aussi sur la dimension développement international, qui est une question qui est revenue à 2 reprises. Donc peut-être que je vais passer aux autres questions. La première qui venait de Philippe, c'était la signification de la cinquième branche, pardon, de la sécurité sociale. Comment est financée cette branche, quelles sont les recettes et combien est alloué par an à cette cinquième branche? Alors, les équilibres financiers, j'avoue que je ne connais pas exactement derrière les montants. Mais c'est vrai que c'était important d'isoler vraiment le sujet de l'autonomie dans les branches de la sécurité sociale, parce qu'avant, ça n'était pas identifié. Alors oui, les gens sont pluripathologiques et derrière, on retombe sur des prises en charge habituelles, mais c'était quand même significatif de faire ça. Là, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je vais me renseigner précisément sur les chiffres et je donnerai une réponse a posteriori pour vous donner un peu les équilibres. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est loin de savoir comment on peut financer les enjeux liés à la perte d'autonomie en France et qu'on n'a pas de message très positif du gouvernement sur ces sujets et que vraisemblablement le secteur privé va prendre une place de plus en plus importante dans ces prises en charge. Il existe maintenant des assurances perte d'autonomie, des prévoyances. On peut cotiser pour plus tard, si d'un coup on perd en autonomie, avoir des aides à domicile et des prises en charge. Et je crois qu'il faut que chacun réfléchisse à son niveau, à la façon de comment il peut se saisir de ces sujets-là, parce qu'il n'est pas certain que les dispositifs qui seront en place suffiront. D'accord, ok, merci. Sur la concurrence, est-ce que
j'imagine qu'ils sont identifiés en France, à l'étranger. Enfin, peut-être qu'en France, ils sont pas si nombreux si tu es sur des sujets d'innovation assez avancés, mais est-ce il y a eu des initiatives à l'étranger qui ont émergé et qui te font voir les choses différemment? Oui, alors nous, on a un peu deux types de concurrents. On a les concurrents qui proposent des solutions connectées qui, vu des usagers, sont similaires à ce qu'on propose. Donc, tel concurrent va proposer une détection de chute en EHPAD, un système pour les résidences seniors avec un bracelet, etc. Donc, du coup, nous, quand on vend, on est en concurrence avec ces sociétés-là. Et après, on a plus une concurrence plateforme. C'est-à-dire que, je pense que vous l'avez compris, ce qu'on vise d'être, c'est réellement une plateforme plus qu'un ensemble de solutions. Et ce positionnement de plateforme agnostique, intelligente, prédictive, tout en un, qui va être capable de faire tous ces traitements algorithmiques et d'être très puissante en IA pour les missions qu'on propose, ça, c'est quand même un positionnement un peu original sur la chaîne de valeur qu'on retrouve pas forcément beaucoup autour de nous. Donc, on va dire il y a des intégrateurs qui ont l'air d'être un peu comme nous, mais finalement, si on creuse un peu derrière, bah, la technologie, c'est pas la même. Euh, donc voilà, on joue en tout cas sur l'originalité de notre positionnement pour demain se positionner massivement en Europe. D'accord, ok. Europe, donc tu avais cité Belgique et UK, donc ça c'était une autre question qui était arrivée. C'est les marchés sur lesquels tu as commencé à t'implanter avec Télégraphique. Il y a d'autres marchés que tu vas approcher, peut-être hors les murs Ouais. d'Europe. Euh, la plateforme, elle est multifuseau horaire, elle est multilangue. Aujourd'hui, nos interfaces sont en 6 langues. On sait potentiellement avec adresser les marchés, donc c'est pas un problème de technologie. Après, c'est un problème de s'adapter aux spécificités de chaque marché et de trouver les bons partenaires et les relais en local. Donc, D'accord, c'est vraiment ça. Les maturités des pays ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. La France est relativement en retard dans nos domaines par rapport à UK ou par rapport à des pays d'Europe du Nord. Les prises en charge ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. En Espagne, c'est beaucoup lié aux collectivités locales. Également, en Belgique, là, on travaille avec la Wallonie. La Wallonie a des projets ambitieux en termes d'innovation pour le maintien à domicile qu'on ne retrouve pas dans des régions françaises. Donc, le travail, il est un peu complexe. Moi, je pense que la stratégie, c'est vraiment de trouver des partenaires qui connaissent les marchés et qui soient assez early adopteurs et à l'écoute de l'innovation pour être des interlocuteurs possibles pour nous et pour être nos relais dans les pays qu'on pourra adresser et comme ça de façon pragmatique sans décider a priori que c'est l'Allemagne qu'on attaque. Et après, on y va aussi avec nos clients. On a des clients qui ont des pieds dans plusieurs pays, par exemple des gros groupes médico-sociaux qui ont 160 EHPAD. Ben voilà, quand on a commencé à équiper leurs EHPAD en France, assez naturellement derrière, on se met à équiper aussi leurs EHPAD et leurs résidences à l'étranger. Donc on se fait emmener comme ça petit à petit. ok, merci. Il y avait une question de Yves qui était plus sur, enfin, retour sur la plateforme utilisateur. C'est de se dire en fait combien il y a de personnes qui sont chargées de réagir aux alarmes finalement, parce que peut-être qu'il y a une personne qui pourra pas réagir l'alarme une première fois et qui a besoin de solliciter plusieurs personnes à la fois pour être sûr que la personne sera prise en charge dans, dans son risque. Alors, quand on est dans un EHPAD ou une résidence, on oriente les alarmes vers les personnels dans les établissements. Et donc, il y a des systèmes de cascade d'appels. Soit on fait sonner tous les téléphones en même temps de tous les étages, soit d'abord la dame du deuxième étage parce que c'est là qu'il y a une chute, ensuite les autres étages. Donc, nous, on doit faire en sorte que les cascades se passent bien et qu'on reçoive bien les acquittements pour être sûr que les alarmes soient 100% délivrées. Dans les domiciles, souvent c'est un double fonctionnement. On fonctionne avec un plateau de téléopérateurs qui ensuite s'appuie sur les gens en local. Les plateaux de téléopérateurs, c'est leur métier. Ils doivent assurer un traitement de toutes les alarmes en moins de X secondes. Donc, ils fonctionnent par plateau. Ils sont 6-8 dans la salle.
tous avec les ordinateurs, les écouteurs. Ils ont le dashboard et ils savent qu'il y a 3 personnes en file d'attente qui ne sont pas encore prises en charge. Et dès qu'ils raccrochent avec quelqu'un, ils prennent en charge l'appel suivant. Ils cliquent, ils prennent. Donc, normalement, ça passe pas au travers et il y a toujours assez de personnes. Ils sont dimensionnés comme ça pour être toujours le bon nombre selon les jours, les nuits, les périodes de pic. Les périodes de pic, hein, c'est début de soirée. Les gens, ils appellent beaucoup plus parce qu'il y a le stress en hiver d'être dans la nuit seul chez soi. Et après, quand j'ai le téléopérateur qui a pris en charge une alarme qui est arrivée depuis ma plateforme, derrière, il doit coordonner des moyens en local. Donc, c'est là aussi qu'il y a encore d'autres personnes. Donc, souvent, en maintien à domicile, on a ce qu'on appelle un réseau de solidarité. Et une personne à domicile, elle déclare qui sont les personnes qu'on peut joindre, dans quel ordre, est-ce qu'elles habitent loin. Et donc, on sollicite le référent principal, le référent secondaire, etc. Et au bout du bout, on peut solliciter des astreintes. Donc, sur les territoires, on a des gens qui sont d'astreinte qui peuvent être appelés en bout de chaîne pour aller la nuit, le jour, dans les logements. Et dans certaines zones, au bout du bout, on en arrive aux pompiers. Donc voilà comment ça se passe au niveau des personnes D'accord. chargées de réagir aux alarmes. Ok, merci. C'est pour l'éclairage. Effectivement, ça va sur une chaîne Mm. assez longue avec plusieurs niveaux. Il y a une question. Alors, tu as bien précisé que ton modèle d'affaires était B2B. La question de Nathalie, elle est la suivante. C'est pour le maintien à domicile, comment peut-on obtenir votre technologie? Finalement, par quelle société, organisme peut-on passer si Mm. on a ce souhait-là? Alors, j'aimerais que tous les téléassisteurs de France distribuent nos technologies. D'ailleurs, on avait référencé nos technologies chez presque l'ensemble d'entre eux. Et en fait, ils en ont très très peu vendu. Donc heureusement que je me suis occupée de moi-même vendre mes technologies aux groupes médico-sociaux. Ça dit en passant, il y a quand même quelques téléassisteurs partenaires qui peuvent gérer des demandes de familles isolées. Parce que vous avez compris que c'est pas notre modèle et qu'on fonctionne plus en territoire de maintien à domicile, qui sont des dispositifs un peu spécifiques avec des inclusions en sortie d'hospitalisation par des professionnels prescripteurs. Mais donc, si une famille est intéressée, le plus facile, c'est de nous écrire en contact@telegraphique.eu. Et nous, après, on oriente selon le département ou la commune vers les partenaires qui gèrent cette zone-là. Et on a toujours un partenaire qui gère, quelle que soit la zone en France. DOM comme compris, donc Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, hein. Ok, bah merci. Je pense que Nathalie a la réponse à sa question. Une question de Serge sur la prise en charge. Les EHPAD, lorsqu'ils souscrivent à tes services, au service de télégraphique, c'est 100% de leur poche ou il y a l'assurance maladie qui vient financer une partie de la dépense? Comment c'est financé? Alors, pour les personnes qui sont en maintien à domicile renforcé et qui ont été incluses dans ces dispositifs, un peu comme si vous étiez inclus dans une HAD, hospitalisation à domicile, là, c'est pris en charge. Donc, ces personnes ont de la chance. C'est géré par des budgets qui sont distribués par les agences régionales de santé aux centres territoriaux de maintien à domicile. Là, le budget pour par personne, c'est à peu près 800 euros par mois. C'est surtout de l'aide humaine, l'infirmière, les assistantes, les animatrices qui passent chez vous, etc., de la coordination. Mais une partie du budget est affectée pour ces technos que je vous ai décrites. Donc, ça représente à peu près 50, 60, 70 euros hors taxe par personne par mois. Pour des personnes qui ne sont pas dans ces territoires de maintien à domicile et qui prennent un dispositif, là, on rentre dans une autre législation qui est le crédit d'impôt service à la personne. Et donc, en fait, la société de téléassistance qui va vous faire signer votre contrat est agréée et donc vous facture la moitié du service puisque l'autre moitié est prise en charge par le crédit d'impôt. Euh, D'accord. et Et, après, effectivement, l'APA départemental peut venir en complément, l'allocation personnalisée, perte d'autonomie. Et après, certaines caisses de retraite également euh, versent des forfaits. Donc, encore une fois, c'est assez complexe et ça dépend de où on habite et de comment on est couvert.
Merci Carole. Si ça te convient et si ça convient à tout le monde, on va en rester là puisqu'il est 13h01. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de questions, le sujet a intéressé. Ce qu'on vous propose avec Théophile, c'est de répondre en asynchrone aux questions. Donc si tu es d'accord, Carole, on le garde Bien en sûr. ligne encore quelques temps. On répond aux questions qui ont pas été répondues et on vous les on les partagera par email. Et pour répondre à Diakité, donc cette dernière question, c'est que oui, la présentation sera disponible en replay sur YouTube d'ici quelques jours. Donc, un grand merci, Carole, pour la présentation de ton métier, de ton entreprise, des dispositifs aussi, que ce soit pour les utilisateurs ou pour toi en tant qu'entrepreneuse, des financements existent et puissent faire émerger ce secteur d'activité. Un grand bravo et à très bientôt à l'ensemble des alumni intéressés par le sujet. La prochaine rencontre aura lieu le 10 avril sur le thème de la crise démocratique, voilà, avec l'intervention de Brice Laurent. Et on a tout un agenda qui est disponible sur le site des Mines Paris Alumni, pour l'instant rempli jusqu'au mois de juin et qui va bientôt s'étoffer sur la deuxième partie de l'année. Encore merci et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous.